C'est un scandale innommable. Il faudra que l'Agence du médicament française rende des comptes sur ça. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est par ces mots savamment bien choisis que le président Macron, en mars, nous invitait à descendre tous aux abris. Nous avons donc été confinés à l'aveugle, mais avec le sentiment profond de vivre un moment historique. Et cette opération, en fait, n'a été possible uniquement grâce au soutien unanime de tous les médias de la planète. Ceux qui ne respectent pas les règles du confinement sont peu nombreux et ils seront sévèrement punis. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. C'est sans doute la plus grande manipulation de masse par l'information. Et c'est aussi le plus grand scandale scientifique du siècle. Ceux qui me connaissent savent que je travaille depuis 30 ans pour une information positive qui donne du sens et surtout qui donne envie d'agir. Devant autant de mensonges, je pense qu'on peut le dire, autant d'arrogance, j'ai décidé de faire un film pour essayer de comprendre et retracer ces 6 mois d'épidémie et d'information. Pour cela, je vais m'appuyer sur 2 ouvrages. Celui-ci, celui du professeur Raoult, et celui du professeur Perron. Avec eux, nous allons essayer de décrypter le rôle de toutes les parties qui ont participé à cette crise, à commencer par nos élites et bien sûr par les médias. Nous aurons des experts qui vont essayer de décoder le langage propre aux médias pour mieux comprendre la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Pour ce film qui est en cours, nous avons vraiment besoin de vous. Nous nous basons sur 30 ans d'expérience dans la réalisation et la production de documentaires, dont déjà 4 ont été produits et sont sortis pour le cinéma. Je vous propose donc de préacheter ce film via la campagne Ulule que nous avons spécialement montée et qui nous permettra de payer tous les frais inhérents à ce film, à savoir d'un côté le studio de cinéma, les archives, mais aussi le mixage et tous les frais inhérents au déplacement des grands scientifiques que nous voulons interviewer sur le plateau. Donc le lien de la campagne Ulule est dans la description, donc surtout, n'hésitez pas à le partager à tout votre entourage. Pour vous donner un petit aperçu des informations qui vont être dites, je vous donne un petit extrait de notre invité. À bientôt. Moi, j'ai plein de collègues médecins, alors ça peut être des médecins de ville, mais des médecins hospitaliers. Quand ils ont été malades, ils ont tous pris de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, c'était évident. Il y a un médecin qui a dit oui, je l'ai pris, alors il a guéri, puis après, comme il s'est fait recadrer par les médecins de son hôpital, il a dit mais si vous étiez à nouveau malade, vous le referiez? Il a dit non, je ne reprendrai pas. Au tout début de l'épidémie, j'ai des collègues âgés qui étaient retraités, qui étaient tombés malades au tout début, qui étaient vraiment, se sentaient mourants, prêts à aller à l'hôpital. Ils ont pris le traitement et tous, ils m'ont dit en 24-48 heures, on était ressuscités. Et c'est ce que moi j'ai vu dans le service, c'est ce que les aides-soignants, les infirmières du service ont vu. Le traitement, il marche extrêmement rapidement s'il n'est pas donné trop tard. C'est évident que si vous donnez l'hydroxychloroquine à une phase trop tardive, ça ne marche plus. Et si, comme dans l'étude Recovery, cette étude scandaleuse anglaise, ils ont donné des doses toxiques, 4 fois la dose maximum autorisée. La chloroquine à très forte dose, c'est un agent du suicide, il faut le savoir. Comment un comité d'éthique en Grande-Bretagne a laissé passer ça, de faire une étude avec une dose totalement invraisemblable. Et après, on nous dit, oui, la chloroquine, vous voyez, c'est dangereux, c'est honteux tout ça. Comment la science ou des scientifiques peuvent-ils se compromettre à ce niveau-là? Là, on parle de vie et de mort quand même. Je suis attaqué par en fait une petite poignée d'individus qui sont dos au mur, ils sentent que ça commence à chauffer pour eux. Et puis ils sont prêts à tous les arguments pour essayer de me dégommer, si je puis dire. Et à côté de ça, tous les jours, je reçois des centaines de lettres. À la fois du grand public, mais de médecins, d'anciens professeurs, de membres de l'Académie de médecine, de l'Académie de chirurgie, de gens qui disent bravo pour votre livre, il est magnifique, bravo pour ce que vous dites, bravo pour dénoncer la prise de pouvoir des méthodologies sur la médecine qui nous font une médecine qui n'est plus humaine. Vous parliez des généralistes tout à l'heure, des généralistes qui ne peuvent toujours pas utiliser le traitement. Alors aujourd'hui, début août, les généralistes peuvent prescrire l'hydroxychloroquine parce que même si le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus,
quand il y a eu début juillet la loi qui a supprimé l'état d'urgence sanitaire, ça a aboli de fait tous les décrets qui avaient été passés pendant cette période. Donc les décrets anti-chloroquine ont été abrogés. N'importe quel médecin peut prescrire, simplement l'indication du Covid est hors ce qu'on appelle AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Donc le médecin doit informer son patient que c'est en dehors de la recommandation habituelle et doit marquer sur l'ordonnance hors AMM, ce qui a comme conséquence un petit peu néfaste, enfin la chloroquine n'est pas très chère, que le patient n'est pas remboursé. Mais ce qui est très curieux, c'est que personne n'a communiqué là-dessus au niveau du gouvernement. Et même j'avais vu un message de la Direction générale de la santé qui disait l'inverse, non, rien n'a changé. C'est incroyable. Je vous le dis. Ceci dit, il y a des pharmaciens qui ne sont pas au courant, qui refusent encore de délivrer les ordonnances. Mais c'est eux qui sont hors la loi pour le coup. Comment expliquez-vous l'attentisme des membres du conseil scientifique? C'est encore toujours des conflits d'intérêts? Je ne reparle même pas des masques, on va en parler tout à l'heure pour les masques qui ont été envoyés en Chine dès la mi-février. C'est-à-dire qu'on envoie les masques. On n'a pas. Non, on envoie les masques ont été envoyés à toutes nos... Le solde des masques ont été envoyés et en retour, on chope le virus. Agnès Buzyn, quand elle fait son interview au Monde, dit voilà, dès le mois mi-décembre, j'étais alerté qu'il y avait un grand problème en Chine. Dès le 20 décembre, donc c'était avant Noël, j'ai tout de suite alerté le directeur général de la santé, donc c'est le professeur Jérôme Salomon, en disant qu'il y allait y avoir un problème, qu'il fallait prendre des mesures. Bon. Moi, je regarde ce qu'a fait Jérôme Salomon. Il a attendu 40 jours avant de faire une première commande de 1 100 000 masques. 1 100 000 masques pour... C'est rien. C'est que dalle, quoi. C'est pour... Et alors après, donc on n'a pas de masques. Il nous en reste un petit stock. Alors il y avait des masques périmés, soi-disant, ils les ont brûlés. Et puis le reste qui était encore valable, ils l'ont envoyé en Chine pour aider les pauvres Chinois qui n'avaient pas de masques. Alors c'est les Chinois qui fabriquent les 3/4 des masques du monde. Bon. Je n'ai pas très bien compris. On importe le virus parce qu'on organise un rapatriement massif des Français vivant à Wuhan. Alors, il y a eu deux rapatriements, un sur le sud près de Marseille. Et là, c'était géré un petit peu par l'équipe avec Raoult. Alors, je sais par l'équipe de l'UHU qu'ils voulaient même monter dans l'avion, dépister tout le monde après l'atterrissage. Ça n'a pas été accepté. Mais enfin, il y a eu quand même des mesures de surveillance. Ils ont été isolés dans un centre de vacances. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de contamination autour. Et puis, on voit ce qui s'est passé dans l'Oise, où ils sont arrivés sur la base militaire. Là. Puis là, on a dit aux gens, rentrez chez vous. Tous les gens qui ont participé au rapatriement, on leur a dit, restez chez vous, mais ce n'était pas du tout confiné. On ne leur a pas fait de test. Et puis, comme par hasard, le plus gros foyer épidémique est parti de l'Oise. Et l'autre gros foyer est parti de ce rassemblement religieux en Alsace aussi. Donc, on voit qu'il y a eu deux événements assez spectaculaires qu'on fait partir l'épidémie en France. Mais c'est vrai que j'ai appelé ça une opération d'import-export. On exporte les masques et puis on importe le virus. Bon, Quelle a été l'information qui vous a mis le plus en colère? Ce qui m'a mis le plus en colère, c'est l'interdiction des hydroxychloroquine. Parce que quand on n'est pas de masque, c'était inacceptable. Enfin bon, on s'est dit, ils ont été dépassés, ils n'ont pas compris, il y a du retard. Mais au moins, ils auraient pu le dire, on est désolé, on n'a pas de masque, mettez-vous un slip sur la tête en attendant, fabriquez-vous un masque et puis on essaie de faire ce qu'on peut. Les Français auraient peut-être mieux compris. Les tests, c'est pareil. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'on avait des données scientifiques déjà sur l'expérience chinoise qui démontraient dans des études randomisées que l'hydroxychloroquine marchait. Même s'il y a eu d'autres études chinoises complètement foireuses qui ont essayé de dire l'inverse, mais qui étaient sous influence. Qu'il y a eu dès le début, Raoult, dès les premiers malades, dès les premiers 24 malades, on avait la preuve que ça marchait. On dit, ouais, 24 malades, c'est n'importe quoi, après 80, après 1000, après 3500. Non, Raoult raconte des bêtises. Il n'a pas mis de placebo, donc c'est faux. L'OMS elle-même dit dans ses recommandations officielles que quand un médicament marche à plus de 95%, il n'y a pas besoin d'un placebo. C'est des bêtises. Donc, alors, ce qui m'a mis en colère, c'est que, alors qu'on avait toute cette évidence scientifique, que le Haut Conseil de la Santé publique dit la chloroquine, il ne faut pas la donner, que le ministre suit ça quelques jours après dans un arrêté ou un décret, je crois. Et puis surtout, moi, je l'ai vécu à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, que le directeur général de l'assistance publique, qui n'est pas médecin, se permette de dire publiquement que la chloroquine, ça ne marche pas, ça marche que dans les tubes, qu'il ne faut pas la donner, sauf dans les études... Martin Hirsch, sauf dans les études officielles comme Discovery. C'est délirant qu'on vienne interférer
avec la libre prescription. Puis ces études, vous parliez tout à l'heure là, de Yazdan Pana, du comité du conseil scientifique auprès de l'Élysée. Ce sont des gens issus du sida qui ont été habitués à gérer les épidémies sur le long terme. Ils n'ont aucune expérience de la gestion de crise. Monter une étude dite randomisée avec tirage au sort, pas de traitement ou placebo, différents traitements, c'est des semaines de mise en place, c'est des mois d'inclusion, il faut encore des semaines d'analyse. Toutes ces études, j'en ai fait plein, des études randomisées, ça prend un temps fou, ça prend des mois. Il faut nous faire croire qu'en 15 jours, ils allaient avoir des résultats. C'était une escroquerie intellectuelle. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on ait fait croire aux Français, même aux scientifiques, qu'on allait faire des choses de façon très rigoureuse, alors que de toute façon, ces études, ça prend énormément de temps. Surtout, c'était infaisable de mettre 5 groupes de comparaison, parce que en statistique, plus vous mettez de groupes à comparer, plus il faut de gens. Si vous mettez comparer placebo contre un traitement, c'est quelques centaines de personnes. Quand vous faites 5 groupes comme ils ont fait, il faut des milliers et des milliers pour pouvoir avoir un résultat significatif. On apprend dans votre livre que le traitement du docteur Raoult a été ajouté in extremis, sous la pression, on va dire, des réseaux sociaux. Oui, parce qu'il ne voulait pas entendre parler de l'hydroxychloroquine, il y a eu pression pour que ce soit rajouté un peu à la dernière minute. C'est quand même fou, non ? Et puis après, dès que l'OMS a éternué ou qu'il y avait la publication du Lancet qui était complètement frauduleuse, immédiatement ils sont empressés de dire on arrête de tester l'hydroxychloroquine, ce qui était un scandale énorme, quoi. Je pensais sincèrement qu'après le scandale du Lancet, tout rentrerait dans l'ordre. Et pourtant, ça a continué. Non, parce que vous n'imaginez pas la capacité de lobbying de l'industrie pharmaceutique. Je veux dire, c'est de la corruption. C'est une forme de corruption, parce que quand vous regardez l'étude faite par Fauci, qui aux États-Unis essaie de bloquer la chloroquine par tous les moyens et qui a réussi à la rebloquer récemment, ce qui est aussi un grand scandale. Bon, quand Fauci a lancé son étude, il a sponsorisé avec Gilead sur le remdesivir, qui est un médicament qui ne marche pas et qui est potentiellement toxique. Alors, au milieu de l'étude, ils s'aperçoivent qu'il n'y a aucun effet sur la mortalité. Alors, ils se disent, zut, alors ça commence à communiquer dans les médias, le remdesivir est inefficace, catastrophe, l'action de Gilead se casse la figure. Le lendemain, Gilead, Fauci monte au créneau. Mais non, c'est très intéressant cette molécule parce que d'accord, ça n'a pas d'effet sur la mortalité. Sous-entendu, la mortalité, c'est un détail, on s'en fiche. Je laisse ça dans leur bouche, c'est eux qui l'ont dit, mais ça raccourcit un petit peu la durée d'hospitalisation chez ceux qui ne sont pas morts. Et ils ont changé les critères d'étude en cours de route, ce qui est interdit dans une étude, mais c'était public, communiqué officiel, voilà, on change les critères. Et une seule étude qui a été trafiquée, modifiée en cours de route, ils obtiennent en un temps record, en quelques jours, l'autorisation de la FDA, qui est un peu l'équivalent de l'agence du médicament américaine, qui est super puissante, d'autoriser la commercialisation aux États-Unis. En un temps record, en 2 semaines, ils ont l'autorisation de l'agence du médicament européenne, puis de l'agence du médicament française. Mais je dis, c'est un scandale innommable. Moi, j'étais président de groupe de travail à l'agence du médicament, qui ne s'appelait pas la NSM à l'époque, qui s'appelait l'AFSAPS, mais c'est pareil. Et puis j'ai participé au groupe de travail des anti-infectieux qui existait à l'époque pendant des années. Je n'ai jamais vu de ma vie une autorisation de commercialisation pour un médicament sur une seule étude. Ça c'est du jamais vu. En plus, une étude foireuse qui a été changée en cours de route. Pour avoir une autorisation en Europe, il faut avoir une étude sur plusieurs continents, plusieurs études et qui se confirment entre elles. Donc ça a été totalement hallucinant. Et je ne comprends pas qu'il faudra que l'agence du médicament française rende des comptes sur ça. On a le droit aujourd'hui de prescrire du remdesivir, ce que je ne ferai jamais. Un médicament qui apparemment ne fonctionne pas. Puis qui coûte très cher. Et qui se fait que par voie intraveineuse. Comment vous gérez une pandémie par voie intraveineuse ? Il faut m'expliquer, c'est compliqué. Je ne supporte plus qu'on me dise, on me l'a encore dit aujourd'hui dans mon service et ça m'a révolté, qu'il n'y a pas de traitement prouvé qui marche sur le Covid. C'est prouvé dans plein de pays du monde. Il faut dire, regardez, comparer le Portugal et l'Espagne au début de l'épidémie. Je ne sais pas, au Portugal, ils ont été bien conseillés par je ne sais pas quel médecin. Tout de suite, les autorités ont dit, dès qu'il y a un petit début de pneumonie, tout le monde a l'hydroxychloroquine. En Espagne, les autorités n'ont pas pris de mesures. Ils n'ont pas pris de mesures, ils ne voulaient pas se prononcer, c'était un peu le flou artistique. Dès le début, la létalité au Portugal extrêmement faible, en Espagne elle était très élevée. Quand vous regardez ce qui se passe en Italie, entre la première phase, pas de chloroquine après, au Maroc,
C'était merveilleux ce qu'ils ont fait, il y a eu très peu de morts. Le gouvernement grec a demandé au laboratoire grec de produire localement de la chloroquine parce qu'ils n'en avaient pas. Ils l'ont produit massivement, ils l'ont donné à tous leurs malades. Très peu de morts en Grèce. La Russie, qui était très mal partie, ils avaient une mortalité qui augmentait après. Les autorités russes ont dit tout le monde, hydroxychloroquine, azitro, la mortalité a chuté en Russie. C'est partout maintenant, c'est prouvé. Quand on vient de me dire aujourd'hui, il n'y a pas de traitement prouvé, c'est ce que continue de dire le conseil scientifique, et il n'y a que le vaccin qui va être notre salut. Ce vaccin, je n'en veux pas. Comment l'Union européenne a donné des milliards à l'industrie pour développer ce vaccin. L'industrie n'en a pas besoin, parce qu'ils n'ont pas besoin de cet argent, ils en ont déjà assez pour le faire. La France était un des premiers contributeurs. Et quand on voit que l'OMS maintenant, qui est sous l'influence de Bill Gates, qui est pour les vaccins, tous les jours nous fait peur, des communiqués. J'avais été très choqué, il y avait un communiqué de l'OMS, c'était il y a plusieurs semaines, je ne sais plus, c'était en juin, début juillet, qui disait attention, la pandémie repart en Inde, c'est la catastrophe. Bon, alors je regarde les chiffres. L'Inde, ils avaient entre 15 000 et 20 000 morts, ils sont 1 milliard d'habitants presque. Je dis bon, ben, nous on en a plus de 30 000. Ouais, ils n'ont pas beaucoup de morts en Inde. Oui, mais l'OMS dit il y a, je ne sais plus, 2000 morts ou 20 000, je ne sais plus le chiffre exact, d'un seul coup, d'une semaine sur l'autre. Alors, je regarde le détail. En fait, c'était un rattrapage du gouvernement indien qui avait reçu des différents États, parce que c'est grand l'Inde, des cas qui n'avaient pas été déclarés. Et puis, ils ont, de façon tout à fait honnête et correcte, ils ont dit à l'OMS, bah, attendez, on avait oublié de déclarer quelques milliers de cas. Ce qui était tout à fait normal. Et l'OMS fait un communiqué, la pandémie repart en Inde. Mais c'est de la manipulation, ça. Comment ça? Oui, ça m'inquiète, des choses comme ça.